Bienvenue au Théâtre Liberté. On est très très heureux, moi le premier et toute l'équipe de la scène nationale, d'accueillir encore une fois notre Hubert, notre président, notre maire, notre ministre, ici dans cette salle qu'il a voulu lui-même, qui existe maintenant depuis 10 ans et qui est devenue scène nationale en 2015. Donc on est très 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 honorés, très fiers, très heureux et très émus de recevoir cet après-midi Hubert, accompagné du Premier ministre Édouard Philippe. Merci à tous d'être ici. Je laisse bien évidemment la parole aux principaux intéressés. Merci Hubert. À tout de suite. Mesdames et messieurs, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les présidents, les maires, Monseigneur, Mesdames et Messieurs, cher Hubert Falco, en politique, on est ce qu'on incarne. Certains incarnent une époque, certains incarnent des idées, des valeurs, d'autres incarnent une ville ou un territoire. Hubert Falco, vous incarnez Toulon, et Toulon, c'est Falco. Ça ne veut pas dire que toute votre carrière politique se résume à Toulon. C'est très désagréable de parler avec Hubert juste derrière soi. Voilà, viens là que je te vois, parce que je... Ouais, c'est mieux comme ça. En plus, pour une fois, tu es à ma gauche. Ça ne veut pas dire, cher Hubert Falco, ça ne veut pas dire, cher Hubert Falco, que toute votre carrière politique se résume à Toulon. Vous avez occupé d'autres fonctions municipales, départementales, nationales. Mais à Toulon, votre tempérament, votre flair politique, peut-être aussi votre chance, ont fait de vous un chef. De ces chefs que décrit le général de Gaulle dans Le fil de l'épée en 1932. À ce moment-là, le général n'incarne pas encore la France. Mais il a déjà une idée extrêmement claire et très précise du type de chef dont l'armée et la France ont besoin. Le chef, pour lui, c'est celui dont l'instinct et le caractère s'accordent avec les circonstances. Celui qui sait apprécier et dominer les circonstances, qu'il soit confronté à une action guerrière, politique ou industrielle, celui-là s'impose comme un chef. Ce qui implique, et c'est un point très important pour le général, de savoir renoncer aux doctrines, au système, à tout ce qui est confortable et rassurant, mais au fond illusoire, quand on doit faire corps avec une action singulière. Si l'on voulait résumer ce qu'écrit le général, et je le dis parce que je crois que cela vous correspond très bien, Hubert, que cela te correspond très bien, Hubert, on ne va pas faire comme si je te vous voyais, on pourrait dire qu'être un chef, c'est avoir de l'instinct et exercer une liberté. Les collaborateurs d'Hubert Falco disent tous que son intuition politique, sa façon de vous projeter plus loin, de se projeter plus loin et autrement, lui donne toujours 5 coups d'avance.
Hubert, tu es de ceux qui, aux échecs, ont souvent fini la partie quand d'autres l'ont à peine commencé. Un homme de terrain, d'action, un rassembleur, un bâtisseur. Voilà pourquoi j'ai proposé le nom d'Hubert Falco pour la Légion d'honneur sur mon contingent de Premier ministre. Et voilà pourquoi je suis profondément heureux de venir enfin, à Toulon, après quelques péripéties, la remettre à Hubert Falco. Chez moi, au Havre, on dirait d'Hubert Falco qu'il est un méridional. Oui. Et on le dit parfois, je le dis sans m'associer à ce propos, on le dit parfois avec un point qui touche à l'émerveillement et à la faconde de ceux que, chez nous, terre de Taiseux, nous appelons les méridionaux. Il se trouve, Hubert, que tu es un méridional, donc, mais pas un de ceux qui aiment se raconter. Enfant de Pignan et petit-fils d'immigrés italiens, tu n'étais pas ou tu ne te sentais pas prédisposé à faire de la politique. Si tu interromps tes études de commerce pour revenir au village, c'est parce que les circonstances t'y appellent. Ton père malade, tu reprends sa petite entreprise de transport et tu t'intéresses alors assez spontanément à la commune. Les affaires communales, disais-tu, et peut-être dis-tu encore, ce n'est pas faire de la politique. C'est se retrousser les manches et réfléchir avec bon sens, avec bonne volonté, à ce qui peut améliorer le quotidien dans un village où l'on a charge d'âme. Et c'est ce que tu fais pendant 18 ans. À l'époque, le Var était rouge. En 1971, tu es élu conseiller municipal sur une liste de gauche. Oui, je l'assume. Personne ne songe à t'en faire le reproche. En tout cas, pas moi. 6 ans plus tard, tu rejoins une liste plus composite, d'entente communale, avant d'être élu maire en 1983 sur une liste de droite. Je ne te jetterai certainement pas le premier galet, comme on dit au Havre, pour cette trajectoire politique, car je sais le courage qu'il faut pour réussir à ne pas être le fils de son père en politique, tout en restant fidèle à des valeurs qui comptent infiniment plus que l'appartenance partisane. Je fais partie des hommes qui refusent l'immobilisme ou le sectarisme et des élus qui revendiquent une forme de liberté par rapport aux organisations partisanes. Mon parti, c'est mon village, disais-tu. De l'école maternelle à la maison de retraite, en passant par la station d'épuration, tu modernises, tu transformes, sans rien renier de l'identité rurale et provençale de Pignan. Et tu aurais, du reste, pu rester maire de Pignan. Ça aurait été très bien. Pourquoi ? Sûr. Tu serais devenu, peut-être, un personnage à la Pagnole, à la Montant, dont on a beaucoup dit pendant le confinement qu'il nous donnait à rêver un retour idyllique à la terre. C'est probablement vrai, c'est sans doute très beau, mais c'est oublier un peu vite l'âpreté des caractères et des combats qu'il faut mener pour survivre dans ces terres que l'on décrit vite comme des terres de cocagne. Trouver une source, irriguer sa terre, la cultiver, s'épuiser à la tâche pour développer son entreprise et voir parfois tous ces efforts ruinés en quelques jours d'intempéries. Nous le savons tous, nous l'avons vécu. Ce ne sont pas, pour toi, pour beaucoup de ceux qui sont ici aujourd'hui, des scènes de cinéma. C'est le réel, celui que tu aimes, celui que tu connais depuis toujours, celui que tu as voulu transformer. Et à Pignan, tes copains se rendent compte assez vite que tu as des idées et, si j'ose dire, un petit quelque chose en plus. Ce que le général, pour reprendre le livre que je citais tout à l'heure, appelait un fluide d'autorité, que certains hommes, disait-il, dégagent, pour ainsi dire, de naissance. En 1985, ces mêmes copains t'invitent à te lancer pour gagner le canton de Besse. Tu ne connaissais aucun des grands élus, mais tu y vas et tu t'imposes parmi les grands. François Léotard, qui était alors maire de Fréjus, t'aide à grandir au sein de l'UDF. Pendant 9 ans, tu présides la commission agriculture et forêt du Conseil général. Tu relances l'activité agricole, notamment la filière oléicole. Tu améliores les circuits d'irrigation et on te doit la création de l'AOC Coteaux-Varois en Provence. Et rien que pour cela. Merci.
1988 est un tournant. Tu te présentes dans la circonscription du Var qui deviendra la tienne, face à Maurice Gianetti. Cette circonscription socialiste est la plus vaste de France en nombre d'électeurs et de communes, me dit-on. Tout le monde imagine que tu vas perdre, sauf François Léotard. Et le soir du deuxième tour, 1600 voix font basculer la victoire en ta faveur. Quand tu franchis le seuil de l'Assemblée nationale, après avoir passé proprement les rênes de l'entreprise familiale, tu commences vraiment, dis-tu, à faire de la politique. Pas au sens de politique politicienne où tu aurais renié tes principes, tes origines et ce que tu considérais comme essentiel, mais au sens où tu te jettes à corps perdu dans la politique nationale avec l'immense fierté de représenter une partie du peuple français et le Var. Pendant 7 ans, tu t'imposes à chaque élection comme un recours, comme un point d'équilibre, souvent comme le seul chef capable de remettre un peu d'ordre. Vice-président du Conseil général du Var en 1988, puis président en 1994, tu gagnes, je crois, toutes tes élections en distançant chaque fois un peu plus tes adversaires. 1995 est une grande année. En mai, Jacques Chirac est élu. En juin, tu es réélu maire de Pignan pour la 3e fois. En septembre, tu deviens sénateur du Var et rapporteur de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées pour la section R. Depuis la Chambre haute, tu défends les valeurs du monde rural, toujours soucieux de préserver un équilibre entre le littoral et l'arrière-pays. Tu te bats sur plusieurs fronts, économiques et touristiques, par exemple en encourageant le retour du Grand Prix de France de Formule 1 au circuit de Castellet, l'histoire est éternelle, et sur un front plus politique, face à une vague qu'on voit grossir à l'horizon. Dans tous les anciens fiefs communistes, le Front national gagne du terrain. Des enclaves avaient essaimé partout en France, mais les élections de 1995 créent un choc avec le basculement de Toulon entre les mains de Jean-Marie Le Chevalier. À ce moment-là, tu es l'homme fort du département. Alors le président Chirac te demande d'y aller pour ne pas abandonner le premier port militaire d'Europe à l'extrême droite. Pignan, c'était ton village, mais Toulon, c'est ta ville. Ton père t'y conduisait au marché de Besagne. Tu y as vécu chez ta tante, dans la cité ouvrière de Montéty, pendant tes études au lycée Tessé. Cette ville, tu la connais, tu l'aimes, mais tu ne l'incarnes pas encore. En 2001, tu mènes une campagne dure, très dure, avec quelques coups bas, très bas. La France a les yeux rivés sur Toulon, et tu gagnes la ville. Quand on repense à cette victoire 20 ans après, il me semble que l'émotion, la joie et peut-être aussi le soulagement sont intacts. Car en mars 2001, tu trouves la ville dans un état dramatique. Une ville abîmée, une ville ruinée. Pendant l'été, le préfet t'avertit que les cuisines des 84 écoles de Toulon sont dans un tel état qu'il craint de ne pouvoir les ouvrir pour insalubrité. On imagine la facilité d'organiser la rentrée dans ces conditions. Il pleut dans les salles de classe, le centre-ville est gangréné par des verrues urbaines où des palissades camouflent tout ce dont une ville peut redouter ou imaginer de misère. Le maire qui précédait le Front national avait pourtant été un bâtisseur, mais pendant 6 ans, Toulon s'est comme ainsi dire figé dans une forme de renoncement. Ce renoncement et, d'une certaine façon, cette honte, tu la laves, rue après rue, quartier après quartier. Tu reprends tout à zéro pour transformer la ville, visuellement, économiquement, moralement. Déjà, président du Conseil général, tu avais créé une fête du livre et de la liberté par exaspération du repli extrémiste. Devenu maire de Toulon, tu désenclaves la ville sur tous les plans. Sur la place emblématique de la Liberté, tu bâtis une scène nationale, tu démolis la prison de Toulon, tu construis l'hôpital Sainte-Muche de cette ville qui était la plus embouteillée de France, je crois. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai longtemps conservé. Tu chasses les poids lourds et les fils d'autoroutiers en construisant un axe souterrain qui redonne un peu d'air, beaucoup d'air, aux Toulonnais. Pour revitaliser le centre-ville, tu en fais une zone franche urbaine, ce qui ramène les petites entreprises et les professions libérales, et je le dis avec une forme d'émotion, car la famille de ma femme avait pendant longtemps la pharmacie Castelchabre. Je m'étais promis de le dire. La dalle des ferrailleurs, qui était un no man's land, tu en fais un pôle universitaire,
La dalle de l'équerre, où les bagarres et les rats parfois n'invitaient pas à s'attarder, tu en fais l'une des places les plus branchées de la ville. Tu es aussi l'un des premiers à comprendre les potentialités de la tech, pas seulement pour Naval Group, mais aussi pour les jeunes qui parlent de pépinières d'entreprise ou de Fab Lab. Aujourd'hui, les aînés disent que tu as ramené le soleil et la mer à Toulon. C'est ce que chez moi, au Havre, on appelle une parole de méridional. Le soleil, non, il est toujours là. Mais ils le disent. Et s'ils le disent, c'est peut-être avec un peu d'exagération, mais c'est surtout parce qu'ils le pensent. Ils racontent aussi que de leur temps, les jeunes ne sortaient pas beaucoup à Toulon, mais plutôt à Bandol ou à Sanary, et qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Le rayonnement de Toulon, dès 2001, tu le conçois aussi, et c'est important, dans sa communauté d'agglomération. Depuis un quart de siècle, toutes les communes avoisinantes se tiraient un peu dans les pattes, pour parler trivialement. Les communistes ne parlaient pas aux socialistes, qui ne parlaient pas à la droite, encore moins à l'extrême droite. Alors tu siffles la fin de la récréation et tu réussis à faire s'asseoir autour de la même table ceux qui arrivaient avant à couteau tiré. Tu leur montres que travailler ensemble, c'est l'unique manière de se développer à côté de tes magnifiques voisines, Marseille et Nice. Tu leur présentes des terrains d'entente plus puissants que les divergences qu'ils ressentent. Et en 2002, tu es élu président de Toulon-Provence-Méditerranée. Tu t'imposes alors parmi les figures politiques qui sont tellement fortes sur la scène locale qu'elles deviennent incontournables sur la scène nationale. Voilà pourquoi en 2002, le président Chirac t'appelle. Tu deviens secrétaire d'État aux personnes âgées dans le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin et tu traverses une des crises nationales qui marquent durablement un homme et un pays. Personne n'a oublié, je crois, l'été meurtrier de la canicule en 2003. Mais personne n'a oublié non plus que tu es aux manettes à ce moment, pendant que beaucoup peinent à mesurer, loin de Paris, l'imminence de la catastrophe. Dans ce type de crise, chaque mort compte. Chaque mot aussi. Et tu sais trouver les mots justes. C'est aussi toi qui participes à la définition de la solution du financement de l'APA et qui met en place le jour de solidarité pour le troisième âge. Pendant quelques années, tu réponds alternativement aux sollicitations nationales et à l'appel de Toulon. Après avoir été réélu sénateur du Var en 2004, tu es réélu maire de Toulon en 2008. Partout en France, c'est un premier tour dur, mais tu appartiens au cercle très fermé des élus qui décollent suffisamment haut dès le premier tour pour oublier la difficulté des seconds tours. Oui. Fort de ce plébiscite, tu rejoins le gouvernement de François Fillon en 2008 comme secrétaire d'État à l'aménagement du territoire. C'est l'époque où on restructure la défense. Et là encore, tu sais trouver les mots justes pour expliquer aux maires qu'on ferme leurs casernes. Tu sillonnes la France en 2009, quand tu deviens secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants. Pour le 70e anniversaire de l'appel du 18 juin, tu marches dans les traces du général et de la Résistance, de l'île de Saint au Mont Valérien, et je suis sûr que chacun de ces pas compte pour toi. La politique nationale va et vient, parfois dure, parfois radieuse, un peu comme la mer Méditerranée. Quand on a occupé des fonctions nationales, et je crois que nous partageons cette expérience, et que nous sommes plusieurs dans cette salle, retrouver son port d'attache procure une fierté et un bonheur que nous aurions, je crois, du mal à décrire, mais que nous savons tous les deux. En 2010, tu rentres à Toulon et tu es réélu triomphalement maire et président de la communauté d'agglomération en 2014. Tu n'as jamais renoncé à des fonctions nationales, vice-président de l'UMP de 2013 à 2015, puis membre du bureau politique des Républicains. Tu comprends la France des villes et des villages, aussi à l'aise avec la revendeuse du marché Lafayette qu'avec le président Chirac quand il t'invite à Brégançon pour boire l'apéro. Quand tu parles avec quelqu'un, tu sais lui donner l'impression qu'il est seul au monde. Et du reste, je ne suis pas loin de penser qu'il est effectivement seul au monde. Quand tu parles à un collectif, même le plus hostile, tu sais retrouver les réflexes et les montées d'adrénaline du rugbyman qui n'a pas peur des coups, qui n'a pas peur des corps, ni d'ailleurs parfois de mordre la poussière. Il y a quelques mois, avant une élection qui me tenait à cœur, j'ai eu l'occasion de dire que mes tripes avaient un goût d'eau salée. Tes tripes à toi, j'imagine qu'elles ont le goût de cette terre provençale, rouge et sèche, toujours prête à s'embraser puis à refleurir. Les Varois disent que tu parles le Var, que tu chantes le Var, que tu travailles le Var. Et les Toulonnais disent que tu rêves Toulon, que tu respires Toulon et que tu incarnes Toulon. Dès 5 heures du matin, quand tu sors promener ton chien,
Tu notes le lampadaire qui ne brille pas comme il faudrait, le trottoir peut-être abîmé, je ne peux pas dire défoncé, il n'y a plus de trottoir défoncé, j'en suis sûr à Toulon, où la petite mamie pourrait glisser, le parcours canin qu'on pourrait créer et le circuit qu'il faut améliorer pour aller chercher les gens chez eux et les véhiculer à l'Hôtel des Arts ou au Festival de Design. Les Toulonnais disent que tu as une façon de vibrer qui fait que les gens se mettent en ligne derrière toi. Vous avez remarqué que j'ai dit en ligne, et pas... D'accord. Tu es le chef tel que le décrit le général de Gaulle, celui vers qui s'orientent les volontés et les espoirs comme le fer vers l'aimant, celui qui distribue largement l'avantage quand l'affaire réussit, mais qui n'admet pas que le reproche descende plus bas que lui en cas de revers, celui à qui on rend en estime ce qu'il offre en sécurité. Tes collaborateurs témoignent que tu peux exprimer une exaspération virulente quand les choses te résistent. Je les cite. Je trouve que c'est encore un peu au-dessous de la vérité. Mais si l'un ou l'autre commet une bourde, ce qui arrive inévitablement à tous les collaborateurs, tu l'accueilles avec un détachement souverain et tu règles la situation. Il arrive, mesdames et messieurs, que des gens ayant des caractères assez doux défendent des idées brutales. Et il faut s'en méfier. Et il arrive que des personnalités impérieuses, explosives même, défendent des idées tempérées, mesurées, et il faut les suivre. Tu es de cela, de cette espèce de grand républicain qui se révèle quand l'heure est difficile, comme quelques autres parlementaires prestigieux du Var avant toi, citons pour mémoire au moins Gambetta et Clémenceau. Tu as grandi dans l'amour des grands hommes entrés au Panthéon. Et tu te souviens peut-être de ce que Victor Hugo écrivait dans Les Misérables, je cite, « Les peuples, comme les astres, ont le droit d'éclipse, et tout est bien, pourvu que la lumière revienne et que l'éclipse ne dégénère pas en nuit. » À Toulon, cher Hubert, tu es celui qui a mis un terme à l'éclipse en restaurant les lumières de la République, de la tolérance, d'une saine gestion qui permet de bâtir l'avenir. Tout indique qu'il s'agit là d'un talent immense, précieux, dont notre pays et notre époque feraient bien de ne pas se priver. Oui, nous vivons des temps difficiles, et oui, ces temps difficiles vont durer. Mais tant qu'il y aura, comme toi, des Français qui restent convaincus que nous sommes tous les enfants de Victor Hugo et de la République, du général de Gaulle et de la Résistance, de la Méditerranée aussi, la France saura traverser les épreuves et nous arriverons au port, à Toulon sous le soleil, ou au Havre, sous le soleil aussi d'ailleurs, mais à bon port. C'est donc avec une immense fierté et beaucoup d'émotion que, par ma voix, la France t'exprime sa reconnaissance. La France, Toulon et tous tes amis. Hubert Falco, au nom du président de la République, et si je trouve la médaille, ah là voilà. Hubert Falco, au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Tu es bien loin de moi.
trop à gauche? Ça va? Tiens, avant de commencer, je vais dire, Édouard, que tu m'as ramené sur le chemin de mon passé. Et je ne renie rien de ce que tu as dit, ce que tu as fort bien dit. Parce que tout simplement, c'est ma formation. Effectivement, je vais le dire, je ne renie pas ce petit village de Pignan qui m'a vu naître. Tu as parlé de ma première aventure politique qui était au service de ma commune, tout simplement, et que c'est vrai. J'ai siégé avec des gens bien, qui étaient de gauche. Tu sais, Édouard, c'est une période où les lecteurs avaient ce privilège, c'est que c'est lui qui faisait la liste. C'était pas un parti. Puisque les gens pouvaient voter pour un nom, pour un autre, choisir. De droite et de gauche. Il n'y avait pas de droite et de gauche dans le village de Pignan. Il y avait des républicains. C'était beau et c'était bien. Et c'était mon village. Je l'ai aimé, je l'aime. Voilà. Merci Édouard d'avoir rappelé tout cela. Monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, monsieur le préfet maritime, monsieur le préfet, directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, monsieur l'ancien préfet du Var, merci d'avoir fait le voyage de Paris et d'être là aujourd'hui, ça me touche. Monsieur le procureur de la République, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président de la région Sud, mon cher Renaud, monsieur le président du conseil départemental du Var, cher à mon cœur, ce conseil départemental du Var qui a été aussi quelque chose d'important, comme tu l'as rappelé, sur mon chemin et sur ma route, cher Marc, mesdames et messieurs les maires, c'est beau d'être maire, le maire, mesdames et messieurs les maires, monsieur le maire du Havre, mon cher Christian, dans la terrible catastrophe qui touche ton département et ta ville, sache, Christian, que le Var assemblé est profondément solidaire. Et ta présence aujourd'hui me touche particulièrement parce que nous faisons le lien avec toi entre le Var, ton département et ta ville. Merci, Christian, d'être là malgré des problèmes que tu rencontres aujourd'hui sur ton territoire. Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les élus locaux, Monseigneur, mesdames et messieurs, chers amis, vous qui êtes tous très chers à mon cœur, j'ai envie de vous dire bien chers tous. Alors, je suis un peu peiné parce que l'un de mes amis devait faire le voyage de Paris aussi, pour être là comme il a toujours été, près de moi. C'est un homme que j'ai beaucoup apprécié. Nous apprécions parce qu'il était maire. C'était le maire de Valenciennes, l'ancien maire de Valenciennes, notre ami Jean-Louis Borloo. Or, tu as parlé de cette période particulière où même les gens lucides n'ont plus de visibilité. Parfois, son jeune fils a été testé Covid et donc il nous a appelé ce matin en disant « Je suis cas contact, je ne pourrai pas être parmi vous à Toulon. » Mais Jean-Louis est avec nous, de par le cœur d'ailleurs. On lui a adressé, les deux maires du Havre et de Toulon, un message de sympathie. Durant les différents postes gouvernementaux, effectivement, Édouard, on t'a parlé, des postes que j'ai occupés, il m'est arrivé à de nombreuses reprises de remettre, comme nous le faisons tous
tous les ministres qui sont là autour de nous aujourd'hui. Il m'est arrivé à de nombreuses reprises de remettre au nom du président de la République les insignes de la Légion d'honneur à des personnes distinguées par la nation. J'ai présidé ces cérémonies, certaines très intimes, d'autres plus fastueuses, mais toutes avaient un point commun. Tu l'as relevé, Édouard, également, l'émotion. L'émotion de celle ou de celui à qui j'épinglais la médaille au revers de la veste, une émotion intense, sincère et profonde. Tu as parlé longuement du général de Gaulle. L'émotion que j'ai le plus ressentie, c'était un jour sur l'île de Sein, où le président de la République, Nicolas Sarkozy, m'avait demandé d'aller honorer la dernière personne qui n'avait pas reçu la Légion d'honneur. C'était un enfant qui s'était caché sur ce bateau. Tous les hommes de l'île de Sein étaient allés rejoindre le général pour incarner la France. Un jeune gamin s'était caché sur le bateau et les pères l'avaient oublié, mais la République aussi. Et donc, je suis allé l'honorer. Il avait déjà un âge avancé. Et cette émotion, ce jour-là, c'est toute une île qui me l'a fait ressentir. Et j'ai eu de peine à pouvoir lui dire les mots qu'il fallait lui dire. Et donc, cette émotion, tu vois, elle est particulière. Oui, aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est moi qui ressens cette émotion. Et croyez-moi, elle est tout aussi intense et tout aussi sincère. Mon cher Édouard, je tiens à t'en remercier. Oui, c'est toi qui me l'as décerné au nom du président de la République en tant que Premier ministre. C'est toi qui me la remets aujourd'hui dans ma ville. Cette ville, oui, cette ville de Toulon, si chère à mon cœur. Rien ne pouvait me faire plus plaisir. Merci, cher Édouard. Merci, monsieur le Premier ministre. Je remercie et salue le maire du Havre, qui avant tout, avec volonté, intelligence, a su cultiver sur son territoire les bases essentielles d'un élu local. Le travail, la simplicité, l'humanité, la détermination, le collectif, la confiance, sans jamais oublier ce qui est essentiel dans la vie de tous, dans la vie de nous tous. Pour être aimé, il faut aimer. Un maire du Havre parmi les maires, dont la tâche au quotidien est d'être au service de la vie des gens. Mais un maire qui doit aussi initier des projets fondateurs pour sa ville ou son village. Un maire qui se doit d'être sage, responsable, engagé, volontaire, dévoué, passionné. C'est avant tout toutes ces qualités, mon cher Édouard, qui t'ont permis d'être appelé à Matignon dans l'un des postes les plus importants de la République. Ce sont ces qualités, mon cher Édouard, qui ont fait de toi un homme d'État. Un homme d'État, mesdames et messieurs, qui comptera certainement demain dans l'avenir de notre pays, la France. Je remercie l'ami venu du Havre, cette ville partenaire et portuaire, qui effectivement a tant de points communs avec Toulon. Merci d'être venu me remettre cette médaille. Je le remercie également pour le bel éloge qu'il vient de prononcer à mon sujet. Ce moment particulièrement fort restera dans ma mémoire. Je tiens également à remercier mes 3 amis et collègues qui ont transmis le mémoire de demande de Légion d'honneur à monsieur le préfet du Var. Merci Christiane, merci Geneviève, merci Jean-Louis. Il est vrai qu'ayant été parlementaire de 1988 à 2018, la loi m'empêchait d'être proposé dans cet ordre, parce que bien souvent on me disait « mais
pourquoi tu n'as pas encore la Légion d'honneur? Pourquoi on ne te propose rien? Mais parce que la loi l'interdisait tout simplement. Jusqu'à mon cher Jean-Claude Gaudin, nous démissionnons du Sénat. Ah. Avec regret. Parce que le Sénat, c'est la chambre de rassemblement des élus locaux, mais en raison de la nouvelle loi sur le cumul des mandats. Et pour une fois encore, j'ai souhaité privilégier sur le mandat national mon Toulon, mon territoire, mon département, notre Var. Une fois de plus, j'étais en contradiction avec le président Chirac, parce que la première fois que je lui ai dit je m'en vais, il m'a dit tu es fou. Il me l'a écrit. Il m'a pas écrit que j'étais fou, mais il m'a écrit des mots comme seul lui pouvait les écrire, parce qu'il les écrivait avec son cœur. Ces mots, je les ai gardés précieusement. Du fond du cœur, mes amis, merci d'avoir initié cette démarche. Je remercie également mon ami Marcel Ruffo qui avait accepté de me remettre mon insigne alors qu'Édouard était encore Premier ministre et trop pris par Matignon pour s'autoriser à une escapade toulonnaise. La crise sanitaire, les remaniements ministériels ont tout bousculé et c'est donc Édouard Philippe, redevenu libre, réélu lui aussi brillamment à la mairie du Havre lors des dernières élections municipales, qui a officié cet après-midi. Marcel, ta présence à mes côtés aujourd'hui au milieu de tous nos amis du monde du rugby, que je ne vois pas mais que je sens, et qui sont là, me touche. Permettez-moi également de remercier Charles Berling. Il nous accueille ce soir dans ce théâtre Liberté qui m'est si cher. Merci Charles. Charles, le Molière. Charles, l'artiste aux 1000 talents, a su, lui aussi, toujours, rester Charles, le Toulonnais. Notre rencontre un soir dans la capitale, rencontre comme pourrait qualifier Charles de Varrois de Paris, fut déterminante. Notre passion, notre amour de Toulon, ce besoin de culture sont à la base de la naissance de ce magnifique théâtre, Liberté, devenu, avec Château-Vallon, oui, 2 grandes scènes nationales. Cette médaille sur ma poitrine, dont je suis fier, qui récompense l'ensemble de mon parcours au service de la cause publique, ce beau discours d'Édouard, qui retrace ma carrière, m'emmène à revenir sur ce chemin d'homme public qu'on ne peut parcourir seul. Je ne vais pas vous mentir. Je suis fier du travail accompli. Mais je dois aussi, en toute humilité, rendre hommage ce soir à ces équipes, à ce collectif de femmes et d'hommes dévoués à la cause publique qui m'ont toujours accompagné. Mon parcours, c'est le fruit d'une passion, le Var. C'est le fruit d'une éducation. C'est le fruit d'expériences, de rencontres, d'échanges. Aussi, permettez-moi de rendre hommage aux hommes et aux femmes qui m'ont inspiré, qui m'ont guidé. Certains prestigieux, d'autres anonymes, tous ont tracé la route qu'il me fallait suivre. Oui, comment ne pas citer François Léotard, qui, alors que j'étais tout jeune maire de Pignan, a été le seul à me soutenir, à me faire confiance, à un moment où le Var était dans la tourmente. Comment ne pas citer Jean-Claude Gaudin et Jacques Chirac, qui m'ont permis en 2002 d'accéder au gouvernement. Comment ne pas citer Jean-Louis Borloo, le ministre d'État, l'ancien maire de Valenciennes, qui a toujours été très attentif à mon action et avec qui j'ai partagé de passionnantes expériences ministérielles. Tout simplement parce que, avec Jean-Louis, au-delà des titres qu'on pouvait avoir, il était ministre d'État, j'étais son secrétaire d'État, on était avant tout des maires accrochés à l'essentiel,
ce magnifique territoire de France. Je voudrais également saluer tous les grands sportifs que j'ai croisés sur ma route. Mon cher André, je sais que tu es là ce soir. Jeune étudiant à Toulon, descendant, c'est vrai, tu l'as fort bien dit, Édouard, de la cité Montetti, cette cité Montetti, c'était là que ma tante m'hébergeait. Je descendais avec des copains, nous étions au lycée TC, on disait « Ah non, on ne déjeune pas. Vous savez ce qu'on va faire? On va aller sur le port se promener. Parce que sur le port, en se promenant, on va passer devant un restaurant et on va voir le grand Herrero. » Mais quand je parle de grands sportifs, je ne parle pas que des sportifs célèbres. Je parle aussi de ceux avec lesquels j'ai transpiré, vibré, partagé. Le sport qui enseigne des valeurs fondamentales, le collectif, la solidarité, le goût de l'effort, le combat. Et je sais que tu y es très attaché. Mais tu es meilleur que moi à la boxe, hein, c'est sûr. Hein. Attention, c'est un célèbre boxeur également. Le combat à 11 ou à 15, des valeurs que j'ai aussi développées dans ma vie publique, tout simplement grâce au sport, et qui m'ont accompagné et m'accompagnent tout au long de ma vie. Merci à l'équipe, ils sont là, tous, en grande partie. L'équipe du RECT de la fin des années 70, que j'ai eu le privilège de servir au CERT, avec beaucoup d'humilité. Je ramassais les maillots et je portais les sacs, cher Édouard. Mais quel bonheur d'être avec ces hommes-là. Quel bonheur d'être avec ces champions-là. Ils m'ont même fait jouer un jour en match. Je suis tombé dans un traquenard et je suis rentré au talonnage. Crois-moi, ils se rappellent tous. C'était à Arras, hein, je crois, à un endroit où il ne fait pas chaud. Et là, plus que jamais, j'ai pu apprécier les valeurs d'une équipe et surtout apprécier ce monument à Toulon. On parle de culture. Rien n'est plus beau, Édouard, que Mayol qui chante. J'aurais aimé t'emmener ce soir. Je me disais, je vais lui faire la surprise. À 21h, il va y avoir la finale de la Coupe d'Europe à Mayol et il va découvrir Mayol qui chante. Il n'y a rien de plus beau. Malheureusement, il n'y a plus de spectateurs. La crise sanitaire actuelle fait que notre équipe va jouer à Aix-en-Provence. On ne comprend pas pourquoi, d'ailleurs. Et ils vont jouer en vase clos. Donc, on regrette de ne pas pousser avec eux. Permettez-moi de poursuivre en remerciant l'ensemble des collaborateurs qui m'ont conseillé, aidé tout au long de ma carrière, dans les différents postes que j'ai occupés. J'ai en cet instant une pensée particulière pour toutes ces assistantes, assistants qui m'ont supporté au quotidien, avec patience, gentillesse. Je ne peux pas tous les citer, et je sais qu'ils le comprendront, mais je n'ai oublié aucun d'entre eux. Des chauffeurs venant me chercher le matin très tôt, à l'heure où la ville s'éveille. À mes DGS, à mes directeurs de cabinet, à mes secrétariats, chacun a laissé une empreinte sur ma carrière. Et je tiens à dire aujourd'hui que même s'il ne prend pas toujours le temps de le verbaliser, je suis toujours très reconnaissant d'avoir été bien entouré par ces femmes et ces hommes dévoués, compétents, fidèles, qu'ils en soient remerciés. Je salue également tous les colistiers, suppléants, là encore de Pignan à Toulon, les conseillers départementaux qui ont choisi à un moment ou à un autre de s'engager à mes côtés, ceux qui ont été élus, qui ont travaillé dans différentes collectivités, comme ceux qui m'ont accompagné, sans briguer aucun mandat. Ils ont tous joué un rôle dans mon parcours. Ils méritent tous ma reconnaissance. Je remercie aussi, sans ironie aucune, croyez-moi, d'une manière sincère, tous mes opposants. Leurs contestations, leurs critiques, leurs points de vue, leurs analyses différentes m'ont toujours poussé à aller plus avant et à donner le meilleur de moi-même. Sans opposition,
la démocratie n'en serait pas une. L'opposition, la contradiction, il faut savoir les accepter. En revanche, la haine féroce, débordante, de méchanceté n'a pas sa place en démocratie. Elle ne fait que du mal, que du mal. Soyons toutefois rassurés. L'électeur, lui, ne s'y trompe jamais. Il sanctionne toujours ses comportements avec force. Je tiens surtout à rendre hommage à cette terre qui est la mienne, terre varoise, département extraordinaire, le plus beau de France. Excuse-moi, Édouard, mais tu en as pris la moitié. Donc, qui a porté toute ma carrière et qui a donné tout mon sens à la vie publique. Var, c'est dans tes vignes, c'est au pied des morts, de Notre-Dame des Anges. C'est sur tes rivages méditerranéens, dans cette Méditerranée si belle, bleu azur, qui change de couleur au gré du temps. Dans tes pinèdes, que j'ai trouvé la force, l'énergie de me battre jour après jour, avec foi, avec conviction, pour te défendre, te protéger et pour essayer d'assurer à tes habitants le meilleur. Oui, j'aime mon territoire. Je lui ai tout donné. Je continuerai à tout lui donner. Mais je dois aussi dire qu'en contrepartie, il me l'a fidèlement rendu. Je tiens également à remercier toutes celles et tous ceux qui ont cru en moi à chaque étape de ma vie publique. Je salue surtout, et je le dis très souvent, cette masse silencieuse de femmes et d'hommes qui m'ont toujours inlassablement, à chaque scrutin, fait confiance, qui ont toujours été là. Ils ne m'ont jamais lâché à chaque rendez-vous de la démocratie, de mon petit village de Pignan à la grande ville de Toulon, de mon département au Parlement, de l'Assemblée nationale au Sénat. Ils m'ont toujours soutenu. Cette fidélité, cette confiance, jamais démentie, sur mon chemin public, ont été fondatrices de mon engagement au service de la démocratie. Avec toujours pour moi cette interrogation qui doit être naturelle pour un élu. Suis-je digne de cette confiance et cette exigence surtout? Comment ne pas la décevoir? Cette perpétuelle interrogation m'incite chaque jour à me remettre en question, à travailler toujours plus pour mériter cette confiance. Cette notion de travail, cette volonté de toujours donner le maximum, c'est en quelque sorte un héritage familial. Ce besoin de travail me ramène à ma famille, au mien, à mon histoire, à mes racines. Un homme sans mémoire, Édouard, est un homme sans vie. C'est le maréchal Foch qui le disait. Dans ma jeunesse, à la maison, par pudeur, ma chère Claudette, ma sœur, avec Mireille, notre sœur qui nous a quittés trop tôt, il y avait un maître mot: ne jamais parler de nous. Notre histoire nous appartenait. On ne devait pas en parler. Elle était écrite et le livre était fermé. Il ne fallait pas se raconter. Il ne fallait pas se mettre en avant. Il fallait simplement travailler en toute humilité, sans faire de bruit ni de spectacle. C'était la règle. Excuse-moi, maman. Aujourd'hui, de faire exceptionnellement une entorse à cette sacro-sainte règle familiale. Je vais désobéir, je vais parler de vous, je vais parler de nous. Je sais, de là-haut, tu n'es pas contente. Mais je sais aussi que tu comprendras ce besoin que je ressens en ce moment précis, à cette étape importante de ma vie, de vous rendre hommage à toi, à papa, à mes grands-parents, à notre famille. Car sans vous tous, je ne serais jamais devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Je ne serais pas devant Édouard Philippe, Premier ministre, pour recevoir une des plus hautes distinctions de la République. Je n'aurais jamais connu le salon Murat à l'Élysée. C'est à vous tous que j'ai pensé le jour où le président de la République m'a permis de m'y asseoir pour la première fois. Vous êtes mon histoire, vous êtes mes racines sur lesquelles je me suis construit, mes principes,
Mon sens de l'engagement vient de votre enseignement. Mes valeurs viennent de votre vécu. Le vécu des dures épreuves. Les difficultés de mes grands-parents paternels venus en France à la première immigration italienne, tout droit arrivés du Piémont au cours du siècle dernier. Hélas, après avoir énormément travaillé la terre où il avait été accueilli, pas toujours dans de bonnes conditions, mon grand-père nous a quittés très tôt, avant-guerre, mon grand-père paternel, avant-guerre, laissant mon papa, jeune orphelin, seul sur ce sol français qui ne voulait pas abandonner, car ma grand-mère et son petit frère avaient rejoint leur terre natale en Italie, tout simplement pour se nourrir et survivre. Ce fut dur, très dur, pour ce jeune Italien, d'autant que la seconde Guerre mondiale arrivait. Il était un jeune baby sur le sol français. Aussi, quelle ne fut pas sa fierté quelques années plus tard, après bien des épreuves, après-guerre, après avoir fondé un foyer, une famille avec maman, elle, une vraie provençale, de recevoir enfin ce document officiel qui faisait de lui un Français. Sa naturalisation pour lui a certainement été sa Légion d'honneur. Comment ne pas penser au vécu particulier de ce grand-père maternel, Paul Vers, vrai républicain, ce poilu, enfant de l'assistance publique, car abandonné par sa mère, bébé ailleurs, chez toi, cher Jean-Pierre, qui aimait la France et les Français, qui aimait les symboles de la France par-dessus tout, car la France avait tout simplement été son père et sa mère. Après 6 ans d'engagement sous les drapeaux, dont 4 ans au combat partant de guerre de 1914 à 1918, pour défendre son pays, il est devenu agriculteur. Il a travaillé la terre toute sa vie pour élever ses 5 enfants à Pignan, avec ma grand-mère, si douce, si maternelle. Je me rappelle qu'il ne manquait jamais une occasion, dans notre village de Pignan, au coin du feu, de me parler de la République, qu'il respectait, de sa guerre de Verdun, le verbeau, le ton enflammé, rempli de sagesse, un bon provençal qu'il était, car il me parlait toujours qu'en provençal. Secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants, lorsque je me suis rendu à Verdun à l'occasion d'une commémoration, lorsque je suis rentré dans l'enceinte du fort de Douaumont, j'ai retrouvé les paysages, les ambiances, les descriptions de mon grand-père. J'ai compris sa guerre, son engagement pour la France, ce qu'il avait réellement vécu dans les tranchées. J'ai retrouvé ses récits avec beaucoup d'émotion. À travers lui, je reconnaissais Verdun, sur place. J'ai acheté un petit soldat de plomb que je garde précieusement. La dame qui me l'a vendu n'a pas bien compris, mon achat. Monsieur le ministre, vous voulez un soldat de plomb? Oui. Mais je vous le donne? Non, je veux l'acheter, madame. J'ai acheté un petit soldat de plomb, il était magnifique. C'était un poilu. Elle a pensé peut-être que le ministre allait jouer au petit soldat, alors que c'était tout simplement pour moi, mon grand-père, que je ramenais précieusement une deuxième fois à la maison. Le vécu de cette grand-mère maternelle qu'il a toujours soutenue, qui a élevé ses 5 enfants, dont maman, dans la droiture, la sagesse, la simplicité, la générosité, le sens de l'honneur. Mes chers parents, vous nous avez toujours donné l'exemple en travaillant dur, sans jamais vous plaindre, en remerciant toujours la France pour ce qu'elle nous donnait de liberté, d'opportunité. Comment oublier maman, tous ces élans de générosité, tous ces moments passés dans l'arrière-boutique de l'épicerie familiale, avec mes sœurs et tous ceux qui voulaient, au gré du moment, se joindre à la table familiale, toujours ouverte, car chez nous, le pain se partageait toujours. C'est dans cette petite arrière-boutique à l'odeur si particulière
que je faisais mes devoirs, souvent assis dans les escaliers. C'est là que j'ai découvert dans les manuels scolaires, d'abord, puis dans les livres spécialisés que je dévorais, l'histoire de mon pays qui m'a toujours passionné. Leur histoire, l'histoire de France, l'histoire de mon grand-père. C'est dans cette arrière-boutique que les fondations de ce que j'allais devenir se sont construites. La famille est un bien précieux. Et même s'il n'est pas toujours simple de comprendre et de montrer les sentiments profonds que l'on éprouve les uns pour les autres, ils sont bel et bien présents, réels, profonds, car l'histoire de chacun est fondatrice aussi, que mes enfants, mes petits-enfants, ne doutent jamais de mon attachement, de mon profond amour. Ils sont mon sang, et je me suis efforcé toute ma vie de ne jamais déshonorer le nom qu'ils portent. Je continuerai toute ma vie de m'y efforcer, car je leur dois pour leur avenir. Cette distinction, je souhaite aussi la partager avec mon épouse Nathalie, qui parcourt avec moi ce chemin, pas toujours simple au quotidien. Elle partage certes le bon, mais aussi le moins bon, voire parfois le très mauvais. Elle accepte avec philosophie, bienveillance mes soucis, mes inquiétudes, mes contrariétés, que je ramène trop régulièrement à la maison. Elle m'aide chaque jour à rester debout sur cette route qui, croyez-moi, n'est pas toujours facile à parcourir. Elle m'aide avec affection à relativiser les choses et à rester moi-même, car croyez-moi, je crois qu'on doit tous ressentir la même chose, Édouard. Au moment de décider, on se sent toujours seul. Et pourtant, il faut bien décider. Merci aussi aux siens qui partagent désormais mon quotidien avec sollicitude. Je voudrais, en ce moment solennel, avoir également une pensée pour mon ami d'enfance, Jean-Louis Rebaud, lui aussi, ancien maire de Pignan, fidèle d'entre les fidèles, qui avec sa sagesse, son savoir, sa culture, m'a aidé, guidé, soutenu. Sans Jean-Louis, serais-je devenu ce que je suis aujourd'hui? Il était le frère que je n'ai pas eu. J'aurais tant aimé qu'il soit à mes côtés ce soir. La vie en a décidé autrement. Lui aussi est parti trop tôt. Merci, chère Chantal, d'être là. Allez, maintenant, permettez-moi aussi de vous faire sourire par un petit clin d'œil. Tu l'as dit, on m'a dit, c'est pas toi qui as dit que je n'oserais pas, mais tu en as parlé. On a dit, il ne le fera pas. Alors je vais le faire. Je fais ce petit clin d'œil à la douce Perle, mon amie à quatre pattes, qui, comme Fly, Nathalie, notre fidèle Fly, avant elle, apportent leur innocence, leur tendresse, tant de joie dans notre foyer. Je tiens à préciser qu'eux aussi, à leur façon, servent Toulon, puisqu'il leur arrive encore très souvent, le matin très tôt. Vous savez, au moment où la ville s'éveille, ils m'accompagnent en voiture dans les rues de Toulon, dans ces quartiers, pour compter les lampadaires éteints ou les trous non rebouchés. Allez. On me disait, tu ne vas pas le faire, je l'ai fait. Maintenant, par respect pour ma maman, je ferme le livre, j'arrête là les évocations de ma vie privée. Je l'imagine, ah oui, Claudette, son air courroucé en m'entendant, évoquer notre histoire personnelle. Mais je sais au fond de moi qu'elle comprend que j'ai eu besoin ce soir, plus particulièrement, dans ce jour exceptionnel, de parler de nous. J'ai eu besoin d'ouvrir mon cœur pour rester debout sur cette route, pour continuer à parcourir ce chemin au service de la République. Chemin que je vous rassure, j'espère, et je souhaite encore long. Mais, Monseigneur, nous savons tout cela, ce n'est pas nous qui le décidons, et là, je me tourne vers Notre-Dame-des-Anges une fois de plus. Car depuis mon enfance, toi tu le sais, mon cher Gilles Robèche, mon saint ami, c'est Notre-Dame-des-Anges que j'implore très souvent
afin qu'elle veille sur moi et sur les miens. Oui, mesdames et messieurs, que tous ceux qui peuvent en douter soient rassurés. Je le souhaite encore long, ce chemin. Oh, pas par ambition. Tout simplement parce qu'il y a encore tant de choses à faire que j'aimerais faire. Imaginer, conduire avec volonté, comme nous l'avons toujours fait d'ailleurs, avec simplicité, ténacité, humanité, toujours en équipe, collectivement. Aussi, soyez rassurés, je n'ai pas arrêté de travailler. D'ailleurs, je ne sais pas ce que retraite veut dire. J'ai encore tant d'idées, tant de projets, oui, Édouard, tant d'ambitions pour notre Toulon, pour notre territoire, pour notre Var. Il nous faut plus que jamais être inventifs, imaginatifs. Il faut encore construire, comme tu l'as dit, des hôpitaux, des écoles, des stades, des routes. Il faut sans cesse améliorer le quotidien des gens. Il faut créer de l'activité, il faut protéger notre environnement naturel si beau, si beau, si beau, si précieux, si fragile. Il reste encore tant de choses à transformer, à réhabiliter. Alors, tout simplement, il me reste à rester moi-même, attaché aux valeurs de simplicité, d'humanité, si chères à mes parents, en n'oubliant jamais que j'ai choisi de servir le Var, la République, la France, ce pays que j'aime par-dessus tout et qui, du petit maire de Pignan au salon Murat de l'Élysée, m'a tant donné. Et croyez-le, la confiance que je lis dans le regard de mes concitoyens quand je les rencontre me porte et m'encourage. Malgré les difficultés actuelles, malgré cette crise sanitaire inédite où jamais notre pays, notre continent n'a été aussi impacté, malgré les contraintes imposées, malgré les rudes problèmes économiques et sociaux qu'elle entraîne, j'ai foi en l'avenir, foi en cet avenir, parce que j'aime, nous aimons ce que nous faisons, parce que j'aime travailler. Il faut que nous aimions travailler du matin très tôt au soir très tard. Même, j'aime donner toujours le meilleur de moi-même dans les épreuves. Les responsables et les décideurs que nous sommes doivent toujours être en première ligne. Oui, André, pour baisser la tête, comme tu nous le disais, pousser fort. Manu, Fifi, Bertrand, vous vous souvenez, pousser fort, baisser la tête dans ce pack, résister. Jérôme, Éric, résister, toujours être le meilleur, les combattants, monsieur. On est des combattants, les Toulonnais. C'est ce que combat veut dire, à 15. Voilà. Soyez certains qu'aussi loin que j'en aurai la force, je continuerai inlassablement à respecter, servir les autres, à essayer d'améliorer la vie des gens, le service public, la République, et faire en sorte que, tout simplement, demain soit toujours meilleur qu'aujourd'hui. M'adressant, pour conclure, parce qu'il est temps, j'ai encore été trop bavard, mais ce soir, j'avais envie de l'être, tout simplement. M'adressant aux plus jeunes, je veux, avec humilité et expérience, leur dire que tout se mérite dans la vie. Malgré toute l'intelligence, toutes les qualités que l'on peut avoir, on n'obtient rien sans travailler. Toujours avec simplicité et humanité. Merci à toutes et à tous. Excusez-moi encore une fois d'avoir été bavard. Merci à ceux qui sont présents ce soir. Merci à celles et ceux que j'aurais aimé voir et que les conditions sanitaires, là aussi, m'ont empêché d'inviter. Merci à cette masse silencieuse qui n'est pas là, que je ne connais pas forcément. Édouard, qui dans nos villes ne demande jamais rien, mais qui, à Toulon, comme au Havre d'ailleurs, nous entendent toujours. Merci à tous ceux partis trop tôt, qui ont été à mes côtés. Merci à vous toutes et à vous tous. Une nouvelle fois, merci Édouard. Merci à la République. Merci à la France, qui a notamment permis, un jour dans les années 50, à mon papa de devenir français. La France qui a permis à mon grand-père de devenir un poilu respecté. Merci à cette France de Pignan à Toulon, du Havre à Paris. Oui, cette douce France, ce pays de mon enfance, comme le chantait avec mélodie Charles Trenet. Cette France que nous aimons
par-dessus tout. Tous ensemble, mes chers amis, continuons à aimer, à servir notre pays. Il est le plus beau du monde. Vive Toulon, vive le Var, vive la France. Une vraie Toulonnaise aussi, Edith. Merci. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci. Merci de vous être déplacés. Merci d'être venus.